Bertrand, cette semaine, j'ai vu une vidéo sur, Boulevard Voltaire de Michel Onfray, donc grand philosophe, hein, que chacun connaît, qui a parlé d'écologie. Tu as vu aussi cette vidéo, j'imagine? Oui, j'ai regardé et j'étais assez surpris, figure-toi. Enfin, surpris ou pas d'ailleurs, parce que mon frère le connaît, il a bien changé. Alors, il dit qu'il a pas changé, que c'est la gauche a changé. Alors ça me fait toujours un peu rire. Moi, je pense que c'est lui qui a changé. Tu sais, comme Zemmour qui votait Mitterrand en 81, je crois. Lui aussi a changé, tu vois? Bon, bref, donc il s'est plutôt rapproché du camp de la droite. Alors, c'est quand même un type intéressant, avec qui tu peux discuter, tu vois? On n'est pas forcément d'accord, mais on peut discuter parce que je suis sûr que tu as encore fait, une miniature trash et cetera, donc bon, on aime bien, on veut être absolument invité sur, Front Populaire, hein. On n'a jamais été, tu sais? Pas du tout, la miniature n'est pas trash, chacun pourra le constater Ah bon? et Front Populaire, bah, écoute, pour avoir, le plaisir de connaître quelques personnes à Front Populaire, on a demandé, hein, à ce que tu puisses intervenir sur Front Populaire. Soyons parfaitement transparents, mais il y a quelqu'un qui a plus ou moins bloqué parce que, ils sont normalement ouverts au débat, mais toi, tes idées visiblement sont pas forcément les mêmes que la personne qui gère ça. Ah ouais? Donc voilà, on attend et s'ils nous écoutent, On sera on ravis parce qu'on aime voilà. discuter avec les gens qui sont pas d'accord avec nous. On demande gentiment, en fait, de faire un petit effort d'ouverture, hein, parce que voilà, c'est bien de s'ouvrir aussi, de pas Oui, faire toujours la morale aux autres, mais de mais faire ce tout qui est à fait marrant en plus, c'est qu'ils avaient fait, figure-toi, un numéro spécial sur l'écologie qui était quand même assez critique. Il y avait Benoît Ritaud, président des climato-réalistes, qui était intervenu d'ailleurs, qui avait écrit un article dans ce truc, donc voilà. Je sais pas pourquoi, notre position à nous serait particulièrement, c'est autre ouais. temps, autre mœurs. Oui, exactement. Puis on se formalise pas, voilà. Il y a des débats au moins sur Front Populaire. Donc bref, revenons à nos moutons. Et nos moutons, c'est Monsieur Onfray, donc qui a fait une vidéo parce qu'il sort un livre, figure-toi, qui s'appelle Entendez, enfin un livre, il en sort un tous les mois depuis 10 ans, ou non 15 ans, ou 20 ans même. J'exagère à peine. Et c'est Entendez-vous dans nos campagnes. Je crois que c'est une espèce de dialogue avec la présidente, enfin c'est ce que j'ai retenu, de la coordination rurale, mais j'ai l'impression que c'est un truc comme ça. Mais bon, je reconnais que je n'ai pas lu l'ouvrage. Voilà, voilà. Mais en tout cas, j'ai écouté cette vidéo très intéressante. Alors d'abord, il faut noter que Michel Onfray, alors sur le climat, parce qu'il commence un peu là-dessus, enfin il y a toute une partie où ce qui n'est pas intéressant, parce qu'il revient sur des choses qu'il a dit 1000 fois, sur le fait qu'il est banni de certains médias, etc. Mais donc il faut aller vers le milieu de la vidéo. Et il dit qu'il y a évidemment un changement climatique, et il commence comme ça, mais la cause anthropique est à démontrer, dit-il. Et d'ailleurs, il cite un peu plus loin Orwell en disant qu'on n'a plus de droit de s'exprimer, et il parle notamment de ce sujet. Alors là, c'est vrai qu'il a raison. Je ne sais pas, enfin, sur la cause anthropique, c'est vrai que c'est très difficile d'aller dans les médias. Enfin, les gens comme les climato-réalistes ont des difficultés à aller dans les grands médias, et c'est vrai que c'est un peu orwellien cette affaire. Donc lui, il a quand même une position qu'on peut qualifier de climato-sceptique, et nous n'avons pas problème de débattre avec les climato-sceptiques ou les climato-réalistes, au contraire. Alors, non, ce qui est marrant, si tu veux, c'est que c'est ces représentants, je dirais, de la droite maintenant, ou des souverainistes, parce qu'il y a des gens, en fait, si tu veux, sur l'écologie, j'ai fait un débat à Frontières, on va en reparler, donc plutôt des gens de droite, et où la question, c'est toujours, oui, mais la gauche exagère sur l'écologie, elle est tout le temps punitive, etc. Or, cette vision de l'écologie, elle est partagée en fait dans les deux camps, de gauche ou de droite. C'est-à-dire, il y a une partie de la droite qui est afouériste, qui veut tout foutre en l'air, le pacte vert, mais tu as une partie assez importante chez les conservateurs qui est sur des positions écologiques assez dures, quoi. Et donc, Michel Onfray, si on le classe à droite, eh bien, elle fait partie un peu de ça, d'une certaine mesure. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il dit il parle de Musk. En ce moment, il est obsédé par Musk, et il a raison d'ailleurs. Il parle de la Terre qui va devenir invivable. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il dit avant changement climatique, faut quand même prouver qu'il y a une cause anthropique. Et puis juste après, il dit que la Terre va devenir invivable. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bon, si tu vas à très long terme, c'est clair que oui. Puis il peut y avoir un astéroïde, il peut y avoir un énorme volcan qui explose, etc. Donc ça, c'est vrai, mais bon, c'est un peu bizarre comme positionnement que la Terre va devenir invivable. Enfin, dans des temps raisonnables, je suis pas sûr, quoi. Faut un peu se calmer. Et il dit qu'il y aura moins à manger parce qu'il y aura plus de désert, des zones plus stressées
il y aura moins de pluie, et puis la population est grimpante et galopante. Et ce qui est bizarre, c'est que là, il est en contradiction totale avec ce qu'on a déjà vu, notamment en citant Fabry, parce qu'on est plutôt dans une situation où, justement, on arrive au sommet, au pic pas encore, mais dans quelques années, et qu'on va plutôt vers une pente descendante au niveau de la population mondiale. Et c'est ce qui va créer des problèmes. Il faut réécouter ce qu'a dit Fabry lors de notre colloque, ou ce qu'on avait dit sur cette chaîne, ou sur sa chaîne, il en a parlé aussi, où il explique que probablement la dépopulation crée des crises très importantes de civilisation. Ce n'est pas l'augmentation de la population qui crée la fin d'une civilisation, c'est l'inverse. C'est la dépopulation qui le provoque. Et c'est vrai qu'il n'est pas du tout là dans cette vision qui a l'air de s'imposer en ce moment. Donc c'est étonnant, quoi. Et donc après, si tu veux, il va avoir une vision de l'agriculture extrêmement passéiste. Alors il parle de son père qui était ouvrier agricole, il n'avait pas de ferme, mais il était payé pour, voilà, payé pas grand-chose, disait-il. Donc il était embauché par des agriculteurs. Et donc, il a connu ce milieu-là quand même de façon très, très importante. Et puis, c'est vrai qu'il a grandi dans un contexte très pauvre. Donc, il connaît ces sujets-là. Mais en même temps, il parle donc de cet ancien paysan qui connaissait bien les cycles des saisons, etc. Une vision extrêmement romantique et complètement décalée, à mon avis. Et il parle, tiens-toi bien, du grand cycle virgilien. Virgile, c'est celui qui a écrit notamment Les Travaux et les Jours. Hein, donc qui met en scène la vie paysanne d'autrefois, etc. Je connais bien ce livre. Et donc, le grand cycle virgilien, c'est le paysan d'autrefois qu'on pouvait connaître et qui a disparu au XXe siècle, quoi. Enfin, en France, en tout cas. Et donc, il décrit l'arrivée de la mécanisation, etc. Et à un moment aussi, il parle de donc l'arrivée des engrais et du remembrement, du fait qu'on ait enlevé des haies, et il dit que finalement, on n'aurait pas dû faire ça, quoi. C'était une erreur. Et c'est ça qui est spectaculaire, c'est que ce monde paysan qui existait autrefois, il a disparu parce que la vie était très difficile à la campagne, très très physique. Et donc, c'est ce qui a créé l'exode rural. Pourquoi on va vers les villes? Pour vivre plus facilement. Et donc, il y a quand même eu une amélioration des vies des gens qui étaient des paysans autrefois et qui ont totalement disparu. Tu sais, ma famille, sur des générations, on était cultivateurs. J'ai beau essayer de trouver des rois, des nobles, etc. Rien du tout. Cultivateurs en Auvergne depuis la nuit des temps. Mais bon, mes grands-parents sont allés ouvrir des bistrots parce que la vie était extrêmement difficile dans la campagne. Et lui, il a cette espèce de nostalgie. Et donc, quand il parle de la destruction des haies, enfin, on sait bien que... Ou du remembrement. Le remembrement, ça a été essentiel pour la vie de paysan parce que tu avais des toutes petites parcelles, parce que c'était lié à l'héritage, etc. Enfin, c'était infernal de faire une agriculture avec des parcelles qui étaient petites, dispersées un peu partout. C'est très compliqué. Donc, on a rassemblé, on a fait des parcelles plus grandes et on a facilité la vie des agriculteurs. Il faut voir dans les zones où ça n'a pas été remembré, quelle galère c'est, quoi. Et donc, je veux bien qu'on ait une nostalgie du moment où il y avait un paysage qui était uniquement de haies, mais ce n'était pas du tout l'agriculture d'aujourd'hui. Et donc après, il dit aussi, alors tu sais, il va faire son couplet habituel qu'on entend sur la biodiversité. D'ailleurs, la vidéo, elle est intitulée On a tué la biodiversité, je crois. C'est ça. Voilà, c'est ça. On a tué la biodiversité. Parce qu'il dit ça, on a tué la biodiversité. Il dit on a détruit les herbes folles, les bleuets, les coquelicots, on n'en trouve plus du tout. Et donc là, on a détruit ce que j'ai connu moi quand j'étais gamin, c'est-à-dire les herbes folles, les bleuets, les coquelicots, parce que le 14 juillet, on faisait des bouquets bleu, blanc, rouge avec le coquelicot, avec le bleuet, et puis avec le blé. Et bien tout ça, on trouve plus du tout. Et puis il y avait des hauteurs de blé, etc. Et là, vous aviez un champ. Maintenant, vous avez un champ, c'est la même hauteur. Il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus rien du tout. On a détruit le sol, on a détruit la terre. Donc quand on a avec la Confédération paysanne des gens qui nous disent ça va pas, et je sais bien que ça va pas, parce que ça fait des années que j'ai vu, aussi bien avec mon père, l'évolution de mon père, mon frère, les paysans que je connais aujourd'hui, je vois bien qu'il y a des souffrances et des misères et que je ne peux pas ne pas être à leur côté. Ça, c'est fascinant, parce que qu'est-ce qu'on voit? Alors c'est vrai qu'à un moment donné, on voyait mes parents, quand j'étais allé il y a 15 ans, on va dire, il y a 20 ans, ou quand j'étais enfant, mes parents disaient quand on était jeune, il y avait plein de coquelicots et maintenant, il n'y en a plus. Or, les jeunes d'aujourd'hui savent ce que c'est qu'un coquelicot parce qu'il y en a partout aujourd'hui. Tu vois même des champs entiers tout rouges.
Parce que je ne sais pas pourquoi, à quoi c'est dû. C'est vrai qu'il y a plein de coquelicots. Coquelicot qui, je te le dis au passage, est une espèce introduite envahissante. Bon, ça je le dis. Et le bleuet aussi, je crois, parce qu'il cite le bleuet. Et le bleuet, je suis désolé, moi j'en vois. Donc tu vois, il y a un retour des coquelicots, il y en a partout maintenant. Et lui, il dit que ça a tout disparu. Donc il est un peu dans cette dramatisation qu'on connaît au niveau de la biodiversité. Et il ne voit pas la réalité en face. Et petit message aussi, j'ai discuté avec Mimi mes dernières vacances. Mimi, c'est la cousine de ma mère qui est assez âgée et qui est une agricultrice ou une paysanne. Toute sa vie, elle a été dans le Cantal. Eh bien, j'ai discuté, donc, et alors, elle me racontait que quand elle était jeune, une fois, un sanglier est arrivé dans la commune. Et tout le monde s'est précipité pour voir cette bête que personne ne voyait jamais. Parce qu'il y avait rien. Il n'y avait aucun cerf, chevreuil, tout ça n'existait pas. De même que les rapaces, etc. Enfin, elle m'a raconté tout ça. Donc, Michel Onfray, il va prendre l'exemple totalement habituel des insectes et le fameux exemple de quoi? Des insectes sur le pare-brise. Voilà, c'est ça. Merci. Je fais une petite test pour voir si tu suis. Et donc, oui, c'est ça. Et le test sur le pare-brise. Alors ça, c'est systématique. L'histoire de pare-brise, ça arrive tout le temps. Dès que tu parles des insectes. Alors on dit qu'il y a un effondrement des insectes et puis après on te cite les pare-brises. Alors c'est vrai que je ne sais pas toi, mais moi quand j'étais jeune, c'est vrai que j'ai parfois de souvenirs de moments où il y avait beaucoup d'insectes sur le pare-brise. Je ne sais pas toi. Mais... Ça dépend, il y a des fois en fait, il y a des fois où je tape des insectes et ça salit le pare-brise et des fois effectivement où je roule longtemps. Est-ce que c'est pas en fonction des zones géographiques ou des périodes de l'année? Ouais, bien sûr, ça joue. Mais aussi, je pense qu'à un moment donné, si tu veux, et notamment quand Onfray était enfant, il y avait beaucoup plus d'insectes. Et nous, on l'a un peu expliqué avec Christian Lévesque. Enfin, c'est une hypothèse, mais avant, il n'y avait pas de mesures hygiénistes. Si tu allais dans les campagnes, il y avait des paysans partout. Il faut voir comment la campagne était plus peuplée qu'avant. C'est fascinant. Et donc, tu avais des tas de fumier, par exemple, absolument partout. Et maintenant, tu as des mesures hygiénistes pour gérer tout ça de façon plus propre, etc. Donc, les élevages ça n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient auparavant. Et donc, tu as certainement moins d'insectes dû aussi à cette arrivée de l'hygiénisme. De même que les déchets sont beaucoup mieux gérés qu'avant. Avant, c'était spectaculaire. Et donc, c'est pas parce que tu as moins d'insectes que c'est un drame, parce que ce qu'on explique aussi avec Christian Lévesque, c'est que les insectes ne sont pas nos amis. Par définition, les insectes, c'est vecteur de maladies, etc. Puis ça emmerde le monde aussi, les insectes. Donc, c'est pas parce qu'il y a moins d'insectes que c'est un drame. Donc, en plus, je dirais juste une chose aussi, Bertrand, sur Ouais. une question purement pratique. C'est peut-être aussi lié au fait, Onfray cite ses déplacements vers le sud. Voilà, parce que Oui, comme chacun sait, c'est il vrai. va souvent dans le sud, il a une maison dans le sud. Et il explique qu'il ne voit pas beaucoup d'insectes sur le pare-brise, mais il prend l'autoroute. Est-ce que sur Oui. l'autoroute, il n'y a pas un peu moins d'insectes aussi, puisque par définition, on n'est pas sur des petites routes qui traversent des campagnes? Ouais, oui, mais je suis sûr qu'il y a il y a des aspects comme ça. Puis il y a peut-être beaucoup plus de voitures, donc il y a moins d'insectes par voiture. Tu vois, je dis n'importe quoi. Mais... Et puis Ouais. il est très possible aussi qu'il y ait beaucoup moins d'insectes qu'avant. Mais encore une fois, il y a des explications. Voilà. Et c'est pas forcément un drame. C'est pas parce qu'il y a moins d'insectes que c'est un drame. Il y a moins d'insectes. Mais je peux te dire que moi, dans ma maison du Cantal, quand il y avait des porcs juste en dessous, je peux te dire la quantité de mouches qu'on avait dans la maison, c'était spectaculaire, tu vois. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup moins puisqu'il n'y a plus de porcs. Mais tu vois, il n'y a plus de porcs dans les campagnes. Tuer le cochon, moi je l'ai fait quand j'étais jeune, mais plus personne ne fait ça. Parce qu'il n'y a plus ça n'existe plus. Les gens n'ont plus de poules chez eux parce que c'est compliqué. Ils préfèrent acheter le poulet au supermarché emballé sous cellophane. C'est le mode de vie actuel. Donc tout ça a évidemment joué. Donc il faut se calmer sur les insectes, mais il reprend le truc, l'antienne habituel. Et donc aussi, ce qu'il note pas aussi, donc il a une vision un peu catastrophiste sur la biodiversité, que reprend le camp de droite. Et aussi, ce qu'il note pas, et ce qui est fascinant, c'est que, et ça c'était des débats sur ce qu'on appelle le land sharing ou le land sparing, c'est-à-dire que maintenant, on a fait sur un hectare de culture, les rendements sont beaucoup plus importants. Et donc, on fait la même quantité sur beaucoup moins de surface. Ce qui fait qu'en fait, l'agriculture moderne a libéré beaucoup d'espace, contrairement à ce qu'on croit, pour justement des espaces de nature. On sait aussi que l'Europe s'est énormément ensauvagée, on va dire, puisqu'il y a beaucoup plus de forêts qu'avant. Encore une fois, regardez les photos de votre coin en noir et blanc d'il y a 100 ans, vous verrez,
que c'était beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de végétation. C'est toujours très spectaculaire. Et donc, l'agriculture intensive permet de libérer des endroits. Ça, c'est assez connu. Jean-Paul Houry, que je salue et qui vient de sortir un nouveau livre que je vous conseille, de Gaïa à Lia, je crois que c'est ça son titre. Jean-Paul Houry en parle assez souvent de cette histoire. Donc, il faut toujours... Et ça Michel Onfray n'en parle pas. Et donc, il dit à un moment donné, quand même, et c'est ça ce qui est spectaculaire, il ne fallait pas remplacer le paysan virgilien par un exploitant agricole. Et il contestait en fait ce mot d'exploitation agricole. Il avait des débats avec son père disant qu'il fallait dire maintenant exploitant agricole, et Michel Onfray répondant « Mais non, papa, ce sont des paysans. » Et je me souviens de mon père qui, à l'époque, me disait, il a été pris par ça, les éléments de langage de l'époque, il parlait d'exploitants agricoles. Oui. Et je disais à mon père, mais non, papa, ce sont des paysans, des agriculteurs. Non, c'est des exploitants agricoles, etc. Bon. Et non, enfin oui, c'était des exploitants agricoles, mais c'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait pas tuer le paysan virgilien pour fabriquer un exploitant agricole qui exploitait aussi la nature. Simplement là, vous n'étiez plus le propriétaire de votre ferme. Des fois, les grands-pères, enfin les pères avaient hérité des grands-pères qui avaient hérité des arrière-grands-pères. Et quand vous avez héritiez d'une terre, vous héritiez de valeurs en même temps. L'honneur, le sens de la parole donnée, la terre, l'enracinement, l'idée qu'on est de quelque part et qu'on est d'une région, qu'on est dans la nature, dans un cycle, qu'on a compris le cosmos, pas besoin d'avoir lu Spinoza ou Bouddha. Oui, mais enfin bon. Donc ça, c'est incroyable, cette vision de l'agriculture extrêmement passéiste. Et ça me fait penser toujours à, tu sais, à la vision qu'on a de l'industrie. Est-ce que ça viendrait à Michel Onfray ou à n'importe qui d'autre de se dire on a perdu, tu vois, je sais pas moi, l'artisanat d'autrefois pour faire des sacs, pour faire des stylos, pour faire n'importe quoi. Tu vois, il n'y a plus des artisans dans la rue pour faire du cuivre, du cuir par exemple. Je sais pas moi, tu vois, tous ces petits artisans, ils ont disparu. Et maintenant, ça se fait dans des usines à des échelles importantes, de façon plus efficace, etc. Et personne n'est en train de dire forcément qu'il faudrait qu'on détruise tout ça pour revenir à une espèce d'artisanat généralisé. Mais il y a toujours dans le camp de droite cette vision passéiste de l'agriculture qui est un peu surprenante. Et je citerai un truc, tu sais, quand il y a eu les révoltes paysannes l'an dernier, tu as le responsable du Nouveau Conservateur, je ne sais plus, c'est une revue intellectuelle qui fait des articles qui est de la droite conservatrice. Paul-Marie Couteau, notamment. Ah voilà, Paul-Marie Couteau. Et donc, il avait, alors je ne sais plus si c'était la revue ou lui, mais il avait tweeté sur X, donc, je soutiens le monde paysan. Et la photo qu'il avait mis, c'était une vache qui sortait avec un paysan, tu sais, vraiment un paysan d'autrefois, quoi, qui sortait de l'étable, tu vois. Mais vraiment, alors c'était les petites vaches à l'époque, les mecs étaient petits, enfin, vraiment une vision, mais totalement passéiste, quoi, qui n'a rien à voir. Et alors, ils veulent le retour de cette agriculture. Alors, moi, je dis, cette agriculture ne reviendra jamais, évidemment, parce que c'est toute l'histoire humaine, la fin des paysans qui rejoignent les villes, et vous avez effectivement l'apparition d'une nouvelle population qui s'appelle des exploitants agricoles et des agriculteurs. Il n'y a plus de paysans en Europe. Ça fait longtemps qu'ils ont disparu. Il faut relire Henri Mandras, notamment sur la fin des paysans. Et voilà ce que je voulais dire. Et donc, c'est tout à fait étonnant. Et enfin, il parle quand même d'Elon Musk. Et alors ça, c'est peut-être le propos le plus intéressant. Il dit finalement que ce modèle agricole qu'il regrette finalement, puisqu'il le dit clairement, je suis désolé si vous regardez, il va être remplacé par des usines finalement pour faire notamment de la viande. Il parle de Musk, du projet de Musk, tu sais, d'aller sur Mars parce que la Terre va devenir invivable. Bon, il n'a toujours pas expliqué, mais Musk ne dit pas qu'il veut aller sur Mars parce que la Terre va devenir invivable. Il dit simplement qu'il faut une solution de repli si jamais il y a un cataclysme X ou Y et puis que c'est notre destin d'aller sur les autres planètes. C'est la suite logique de l'exploration humaine. Voilà, c'est ça. On a découvert l'Amérique et je pense qu'on va maintenant... voilà, c'est la suite, je suis tout à fait d'accord. C'est là où on va venir dans les siècles à venir. Je crois que Fabry, d'ailleurs, a une vision aussi comme ça, de conquête de l'espace, le futur en fait de l'être humain, et de dépasser tout ça et d'aller plus loin. Donc une reconquête dans l'espace. Voilà. Et donc, il parle de ce nouvel modèle qui va s'imposer avec de la création de viande artificielle, tout d'artificiel dans des usines, quoi. Alors là, c'est vrai que c'est probablement, ça on pourra en rediscuter quand on reparlera de l'animalisme, mais c'est
peut-être un modèle. Moi, je dis pas, je suis pour ou contre, encore une fois, parce qu'il y en a qui vont m'engueuler, là, c'est quoi ce modèle, on n'en veut pas, etc. Moi, je me fous des avis, de ce genre d'avis, c'est pas mon problème. J'essaie de réfléchir au futur. Comment ça qu'est-ce qui va s'imposer malgré nous, quoi. Moi, j'adore l'agriculture d'aujourd'hui, j'adore Mimi, hein, et toute ma famille, etc. Qui est, voilà. Mais c'est pas, voilà, l'homme évolue, c'est ainsi. Et c'est vrai que ce modèle-là est une possibilité assez forte, je trouve, qu'un jour il s'impose, c'est-à-dire qu'on fasse plus de la viande parce qu'on on veut plus tuer d'animaux, et qu'un jour s'impose ce modèle d'une agriculture industrielle qui existe déjà, mais voilà. Alors, il a un argument pas idiot avec la viande cellulaire, Oui, par rapport à ceux qui pourraient éventuellement, dire: «Il faut manger de la viande cellulaire plutôt que de la viande animale puisque c'est mieux pour l'environnement». Il ouais. dit, éventuellement, ça peut aussi consommer énormément d'énergie de fabriquer de la viande cellulaire. Donc c'est un point qu'il faudra, je pense, à terme, aborder aussi parce que c'est peut-être le propos le plus intéressant qu'il y a eu dans sa vidéo à mon sens. Oui, alors consommer de l'énergie, oui, mais pourquoi on pourrait pas d'ailleurs consommer beaucoup d'énergie? Surtout s'il est climato-sceptique, ça, pourquoi ça l'embête, tu vois? C'est bizarre. Vraie question, vrai Voilà. sujet et puis surtout, de quel type d'énergie on parle aussi? Enfin bref, il y a Voilà. beaucoup de Et puis encore une fois, si tu fais, imagine que tu fais de la viande dans des usines, encore une fois, c'est mon exemple de tout à l'heure, dans des endroits beaucoup plus réduits, tu vas libérer de l'espace. Tu peux avoir un réensauvagement et l'Europe peut devenir un parc naturel. Les écolos vont être complètement. elle est déjà en train de devenir un musée, donc elle peut finir en parc naturel, hein, oui, c'est Oui, pas mais en même beaucoup. temps, si tu arrives sur une très petite surface à faire plein de viande, tu vois, bon, je sais pas, je dis n'importe quoi, je sais pas si cet avenir est souhaitable, mais voilà. Donc, c'est toujours étonnant, cette position-là, franchement, je trouve un peu décalée, mais bon. Ah oui, ils disent que, par contre, il dit, oui, c'est ça, je trouve un truc que je trouve intéressant, puis ça fera un lien avec mon futur livre, là, dont on parlera tout à l'heure. Il dit, Musk, finalement, c'est le Christophe Colomb de notre temps. Mmh. Et c'est vrai parce que tu as eu cette exploration, cette exploration dans l'espace, au moment de Christophe Colomb, de découvrir des nouveaux endroits. Et c'était vraiment une époque très positive, etc. Et puis, tu sais, il y avait toute une période où on a tellement recouvert le monde, il n'y avait plus rien à découvrir. Peut-être qu'on s'est mis justement à déprimer, et peut-être que c'est aussi là l'apparition de l'écologie, de la déprime. Et puis là, on pourrait repartir sur une période beaucoup plus positive parce que on se projette justement sur des espaces qu'on n'a pas encore conquis ou explorés. Donc voilà, on peut passer du pessimisme à l'optimisme très bientôt. Alors en attendant, on Excuse-moi d'être va un peu philosophe, ouais. ouais, mais justement, en attendant de passer à l'optimisme, on va Ouais, encore un peu rester dans le pessimisme là, ouais, puisqu'on va parler de ton passage chez Frontières. oui. Voilà. Ouais, t'as raison, parce que comme on est sur le camp de droite, là, tu sais que c'est nos meilleurs amis, parce qu'on est beaucoup écoutés à droite, parce que la droite, de façon générale, est plus critique sur les politiques écologiques, et que les autres, de toute façon, ils ne veulent pas parler avec nous. Donc on est plus suivi à droite. Mais en même temps, on aime bien critiquer ce camp-là, même si éventuellement on en est, tu vois. Enfin, on réserve nos avis politiques, mais bon, de manière générale, voilà, on est plus suivi par la droite, c'est comme ça. Mais donc on aime bien critiquer, et notamment Écologie Responsable, qui est une organisation qu'on a pas mal critiquée. Alors moi, j'avais toujours pris Écologie Responsable comme une espèce de tremplin vers les cabinets ministériels. Je m'étais toujours dit ça. Et il se trouve que les deux responsables principaux d'Écologie Responsable ont rejoint des cabinets ministériels récemment. Donc mon analyse était plutôt juste. Pourquoi? Parce que c'est des petits jeunes aux dents longues. Ils sont très jeunes, hein. Je pense que c'était une volonté. C'est lié en fait au parti de droite, très clairement. Tu vois qu'ils ont des entrées partout. Ils connaissent, je sais pas moi, tous les grands responsables de droite. Ils les connaissent très bien. Et puis ils sont introduits dans tous les cercles. Voilà, c'est vraiment, ils font partie de l'élite d'une certaine manière parce qu'ils sont dans des réseaux qui le permettent. Quand il faut un événement, c'est au Sénat, dans des lieux hyper prestigieux, en costard cravate. Enfin, tu vois, c'est vraiment, etc. Et donc ils ont fait cette écologie responsable, mais qui est un peu obsessionnelle au niveau du CO2. Et très vite, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans l'interview, vous allez regarder,
à partir du moment où tu prends cette pente, eh bien, tu vas vers plus de taxes, plus d'interdictions, plus de réglementations. On est vraiment dans une période où justement, il faut quoi? Il y a trop de normes, il y a trop de taxes. Et vous voyez bien que ça craque de partout. Et vous êtes toujours dans cette, oui, dans cette idée qui vous vient tout de suite de taxer. J'ai vu aussi des propos sur on veut prendre l'épargne des Français pour faire un livret A vert. C'est chez vous, c'est une idée qui vient de chez vous. Faudrait laisser tranquille l'épargne des Français, vous voyez. Le problème, c'est ça, c'est que très très vite, puisque vous prenez le CO2 comme le sujet principal de l'écologie, très très vite, vous tombez dans l'entonnoir des normes, de la réglementation et des taxes. Et vous n'en sortirez pas tant que vous ne changerez pas votre vision de le diagnostic apocalyptique écologique, en fait. Or, on est vraiment dans un moment où la droite est sur l'affourisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça signifie que on va voir se défaire peu à peu les normes, etc. Ça va être extrêmement attaqué dans les mois qui viennent. Et donc, l'écologie responsable est complètement à contre-courant de ce mouvement. Et en plus, ils ont mis notre ami Paul de Breteuil comme nouveau directeur général. On dirait que c'est directeur général. Et qui est quand même quelqu'un, quand tu suis, c'est lui qui a créé Écolucide sur Instagram. Je vous conseille de... C'est vachement bien, je lui ai dit, hein, c'est vachement bien ce que vous faites, même si je ne suis pas du tout d'accord. Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un d'intelligent et de... Voilà. Mais bon, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il fait, même s'il fait des trucs très bien et qui peuvent plaire à beaucoup de gens. Mais donc, ils ont mis monsieur de Breteuil, pardon, mais qui est plutôt, si tu le suis, quelqu'un qui est décroissant, je suis désolé, qui est dans la ligne de Jean Covici. Et là, comme écologie responsable a toujours voulu se démarquer pour dire halte à l'écologie punitive, ça suffit, je trouve que tout ça est un peu contradictoire. Et donc, je pense que l'écologie responsable n'a pas beaucoup d'avenir. Enfin, dans les cabinets ministériels, si, hein, que ce soit concerne l'environnement ou non, mais en tant qu'organisation, parce qu'on est précisément dans un mouvement de fin des normes, etc., et de baisse de l'écologie, et que M. de Breteuil est quand même quelqu'un plutôt décroissant. Donc, je ne sais pas si... Et ça se voit, finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ça se voit, ça s'entend. Et puis, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'il avait une position... comment dire, il était même parfois presque gêné, en fait, de soutenir cette Oui, position-là. c'est-à-dire qu'il n'osait pas, mais aussi, il faut dire qu'il vient de rejoindre une organisation qui a toujours refusé de rentrer justement là-dedans, puisqu'elle dit diagnostic apocalyptique et, à côté, refus de l'écologie punitive. Ça ne va pas ensemble. La position de M. de Breteuil est plus cohérente, enfin celle d'avant, c'est-à-dire une diagnostic apocalyptique et puis des politiques finalement de décroissance, quoi. On l'a vu quand il a bafouillé sur la question des ZFE, il a littéralement bafouillé parce qu'il n'arrivait pas en fait à répondre, il n'arrivait pas à admettre qu'il était pour les ZFE. Il a vraiment poussé dans ses retranchements à ce moment-là et c'était très intéressant. Et il a fini par admettre que, bon, effectivement, les ZFE, il n'était pas totalement hostile. Donc c'est ça qui est très intéressant à voir. C'est que, après, c'est peut-être aussi des positions qui sont difficiles à assumer. Ça peut se comprendre, hein. On a vu d'ailleurs que l'animateur du débat là, sur Frontières était pas du tout sur la ligne du précédent. En fait, la dernière fois, quand tu étais allé sur Frontières, tu es allé face à un journaliste de Frontières qui, pour le coup, était sur une ligne très antilibérale, décroissante. Enfin bref, qui a une espèce de gloubi-boulga, Marxo, je sais pas quoi. Bref, qui n'a pas grand-chose à faire à droite. Et là, cette fois-ci, il y avait quelqu'un qui était plutôt dans ton sens au niveau de la volonté de préserver les libertés individuelles, quoi. Ne serait-ce que ça. Oui, Garen, l'animateur, tu parles. Oui, tout à fait, l'animateur. C'était quelqu'un voilà, qui était plutôt. Là, c'était quelqu'un qui était plutôt de ton côté, en fait. Ça se sentait, alors que la dernière fois, le personnel de Frontières n'était pas vraiment de ton côté. Oui, mais quand tu dis que c'est pas tellement de droite, finalement, c'est ce que je disais au début. En fait, il y a une vraie tension au sein de la droite sur ces questions écologiques. Et je pense que ceux qui gagneront, c'est les affouristes sur l'écologie. Et les autres, ça finira comment ? En livre, en article dans le Nouveau Conservateur, donc dans la sphère intellectuelle qui ne gagnera jamais, qui n'ira jamais au-delà. Ça, c'est ma conviction. Un peu aussi ce que fait Julien Rochdy, si tu veux. Cette espèce d'écologie de l'enracinement que j'appelle, mais qui n'ira pas plus loin qu'un travail intellectuel pour moi, qui restera. Et d'ailleurs, c'est le cas depuis quasiment un siècle. Parce que ce genre de choses revient, en fait, puisque
les êtres humains se renouvellent et ils revivent la même histoire. C'est-à-dire, ils revivent les mêmes réflexions, etc. Et donc, on est en permanence en train de recréer ce qui a déjà été créé, ce qui n'a pas marché, etc. Donc, on peut citer les écrivains régionalistes, etc., tout un courant de droite, finalement, mais qui n'a pas fait long feu, sinon qui a fait des romans et des articles dans des trucs intellectuels, quoi, dans des revues intellectuelles. Disons qu'il Voilà. y a quelque chose qui est très juste dans ce que tu soulignes, c'est le côté un peu témoignage de certaines personnalités de droite qui gardent des positions qui sont des positions de salon, en fait, et qui ne sont pas des positions politiques, qui ne sont pas applicables dans la réalité, puis qui Je pense. resteront de la théorie. Et c'est vrai que là, ça s'applique à l'écologie, mais pour reprendre juste mon propos sur le fait que ce n'est pas des positions de droite, c'est qu'il faut rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que la première fois, quand tu es allé chez Frontières, c'était non seulement des positions, comment dire, punitives sur l'écologie, mais également très antilibérales et même Oui, anticapitalistes. c'est vrai. C'était aller plus loin, puisqu'il y avait quand même une critique du grand capital, exactement comme à gauche, derrière, en fait, la volonté de punir les gens qui ne seraient pas responsables, comment dire, dans leur comportement par rapport à l'environnement. Ouais, c'était avec Monsieur De Galzin que j'avais discuté. Mais ouais, il y a vraiment cette tension dans ce camp-là, et c'est intéressant à voir et à observer d'ailleurs. Parce que autant sur d'autres sujets, alors là, ils sont bien d'accord et ils foncent, j'allais dire presque tête baissée parfois. Alors sur ce sujet-là, vraiment, il y a des conflits. Alors, tant qu'on reste dans le sujet des intellectuels, Ouais, ça nous amène au bouquin, les intellectuels. oui, c'est vrai. Alors, tu as eu un petit quelque chose à nous annoncer, je crois, Non, mais Bertrand. ouais, tu sais, je travaille sur un livre depuis un petit moment là. Donc aujourd'hui, enfin, je ne dirais pas quel éditeur c'est, mais j'ai trouvé normalement, ça se confirme. J'ai trouvé un On voit. éditeur pour ce magnifique livre qui s'appelle Comprendre l'incroyable écologie. Tu sais, il y a deux types de livres sur l'écologie en général. Il y a les livres d'écologistes. Ils disent comment il faut s'en sortir, où ça va très mal, etc., etc. Bon, bref. Les livres anti-écologistes. C'est-à-dire que pourquoi les écologistes racontent des conneries et voilà pourquoi il faut lutter contre ce mouvement. Et puis, le mien, c'est un peu un troisième type, mais il y en a assez peu des livres comme ça qui essayent d'analyser le phénomène précisément, de qu'est-ce que l'écologie, comment on peut le comprendre, tu vois, de façon, on se met un peu en arrière-plan et on essaye de comprendre tout ça. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai écrit déjà dans des articles, etc., mais que je rassemble ici dans ce bouquin qui sortira normalement fin mai. Donc voilà, et puis bon, il y a l'ancien aussi que vous pouvez toujours acheter, Une histoire naturelle de l'homme, avec le prix jour de chasse. Bon, je sais pas si j'aurai de nouveau le prix jour de chasse avec qu'on dit sur l'animalisme, parce qu'on invite Thomas Lepelletier et je me fais engueuler. Donc c'est pas sûr que je reçoive un nouveau prix jour de chasse. Je salue Monsieur Pied Noir, Vincent Pied Noir, au passage. Voilà. Donc à sortir en mai, donc j'espère que ça vous plaira. Et vous pourrez On acheter aura ça. Ce ne l'occasion, sera pas un gros livre parce que j'aime pas faire des pavés, puis c'est pas on très aura l'occasion intéressant. d'en reparler. Voilà, Je pense exactement. qu'on suivra un peu les avancées quand ce sera officiel avec l'éditeur, etc. On Voilà. pourra, comment dire, préparer un petit peu la sortie du livre. Voilà. Et pour explication, l'incroyable écologie, c'est un clin d'œil, mais ça je l'avais déjà dit dans des interviews, à l'incroyable Hulk, puisque tu as Monsieur Banner qui est un petit gars en costume, un petit scientifique là, tout, tout, tout gringalet, et puis tout à coup, il se transforme en incroyable Hulk. L'incroyable Hulk étant l'écologie, bien sûr, et Bruce Banner étant l'environnement. Voilà, comment l'environnement s'est transformé en écologie au XXe et XXIe siècle. Et comment il va le redevenir Bruce Banner aussi, parce que, évidemment, on va arriver à la fin de l'incroyable Hulk. Eh ben, très intéressant. On a hâte de lire le livre. Ouais, Vivement fin mai, comme ça il fera beau et en plus on aura un livre intéressant à lire, donc c'est chouette. voilà. Parfait, alors n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à partager et à Et à vous abonner. commenter, et puis, si vous êtes fan d'Onfray et que vous pensez que Bertrand a tort Ouais. de critiquer Michel Onfray, parce qu'il y a beaucoup de fans de Jean Covici, quand tu critiques Jean Covici, qui Ah viennent ouais. t'expliquer que tu as tort de critiquer Jean Covici. Mhm. Et comme chez Onfray, il y a peut-être aussi un petit côté gourou, on ne sait jamais, il peut y Ouais. avoir des gens qui adorent Onfray et qui viendront te reprocher de critiquer Onfray, donc on attend, hein, c'est toujours intéressant les commentaires. Et dites-nous ce que vous pensez des insectes sur les pare-brises. Voilà, est-ce que vous aussi vous constatez qu'il y a moins d'insectes et est-ce que ça vous fait de la peine? Voilà. Voilà. Ou est-ce- Donc, vous Bon, likez, vous partagez voilà. et on se Ah, dit à bientôt. ouais, à très bientôt.